Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est de nouveau lundi. Bienvenue sur Sud Radio. Il revient souvent ce lundi. On a l'impression qu'il revient toutes les semaines. Toutes les semaines, à 7 jours d'écart. C'est surprenant. C'est dingue, hein, toutes les semaines, le lundi. Et puis quand on entend la météo, on se dit que le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Non, si, ça va venir, vous inquiétez pas. En tout cas, on souhaite. Ça devrait plus tarder. De même un calembour inventif, on ne l'aura jamais. Ouais, ça c'est. Même s'il est excellent. Bien sûr, en tout cas, c'était la première vanne du jour. On est ravis de vous retrouver. 0826 300 300, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Bien entendu, vous avez la parole. Parlons vrai. On vous accueille ici dès que vous voulez. Allez, le sommaire de cette émission. L'Église doit-elle accepter d'ouvrir ses archives dans les scandales pédophiles à 17h30 selon une enquête de la télévision polonaise? Jean-Paul II, alors qu'il était cardinal, aurait dissimulé des affaires de pédophilie commises par des prêtres de son diocèse. Pour l'heure, le diocèse de Cracovie aurait refusé l'accès aux archives, Philippe. Oui, Cécile, témoignage à l'appui. L'auteur de l'enquête cite des documents de l'ancienne police communiste et de rares documents de l'Église qu'il a pu consulter. Alors pour vous, est-ce qu'il faut que l'Église ouvre ses archives pour qu'on connaisse la vérité? Vous avez été victime ou vous connaissez des victimes de scandales de pédophilie dans l'Église, ou alors vous trouvez qu'il ne faut pas ouvrir les archives? Le passé, c'est le passé. On vous attend au 0826 300 300. Et puis à 18h30, un blocage du pays contre la réforme des retraites, c'est souhaitable contre la réforme? Est-ce que c'est dangereux pour l'économie? Vous nous répondez sur notre compte Twitter. Pour l'instant, vous dites que c'est effectivement souhaitable contre la réforme. Les manifestations de grande ampleur, grève reconductible dans les secteurs stratégiques. Les syndicats sont prêts à mettre le pays à l'arrêt, selon les syndicats, pour faire plier le gouvernement face à la réforme des retraites. La mobilisation passe à la vitesse supérieure, Philippe. Oui, mais le gouvernement est loin d'être d'accord, ce qui est quand même peu surprenant. Après les mises en garde d'Olivier Véran, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, craint qu'après le Covid, la guerre en Ukraine et l'inflation, bloquer le pays pour s'opposer à la réforme des retraites n'aurait pas de bonnes conséquences pour l'économie. Alors après le quoi qu'il en coûte, est-ce qu'on a les moyens de bloquer le pays, ou est-ce qu'il faut jouer tout son va-tout? Les syndicats doivent jouer leur va-tout pour empêcher la réforme. On vous attend au 0826 300 300. En tout cas, pour ceux qui votent sur notre compte Twitter Sud Radio, vous dites c'est bon pour la réforme à 82%. Bienvenue, c'est les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Et par le patron, le taulier, comme on l'appelle, Philippe Bilger est avec nous. Bonjour. Bonjour. Oui, non, soir. Soir. Je perds la boule médiatique. Ça va, Philippe? Aimablement épuisé, ma chère Cécile, après ce week-end délicieux, formidable. Mais on sent un peu fatigué. Ça sent le bon repas, ça, quand même. Le bon repas, grand film, très peu de foot pour une fois. Grand film, c'est-à-dire grand film. Beaucoup de sorties. Quel type de film? Racontez-nous, faites-nous. J'ai un film génial, Empire of Light. Mal prononcé, ma chère Cécile. Pire. De Sam Mendes. C'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Je vous le recommande. Il a fait un très bon James Bond à l'époque. Philippe Bilger nous dit fatigué, dit qu'il est fatigué, il fait vanne sur vanne, excellente. Avec nous, Madi Saadi. Bonjour, Madi. Bonjour. Comment ça va, Madi? Très bien. Très bon week-end également. Sport, non. Comment vous n'avez pas pu passer un bon week-end sans nous? Je comprends pas. C'est bizarre. C'était dur, ça a été dur. Elle a regardé les vidéos de la chaîne YouTube en boucle. J'ai pleuré tout le week-end. J'ai essayé, vraiment, donc c'était plutôt sympa. Restaurant, les copains, le sport toujours. Ah, à part nous, vous avez des amis. D'accord, ok, c'est bien de le dire. On l'apprend. J'ai quand même pas abandonné les amis que j'avais avant vous, quand même. Vous nous les présenterez, on fera un tri On à a le droit l'intérieur. d'avoir des espérances folles, on m'a dit. C'est ça. Le niveau monte dans les vraies voix. Avec Jean Dorido qui est avec nous. Bonjour Jean. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Docteur en psychologie, créateur de l'application Zenfi. Comment elle va cette application? Écoutez, elle se bat pour se développer, pour grandir, s'épanouir, et ça fait plaisir. Quel âge a-t-elle aujourd'hui? Mais écoutez, elle grandit, l'âge de raison est passé, elle a 8 ans. Elle a 8 ans, dis donc. Le temps passe, et tous les jours des personnes méditent de Philippe Bilger, avec son aide, voilà, exactement. Et ça fait du bien, merci de le rappeler, Cécile. En tout cas, vous êtes les bienvenus dans les vraies voix avec Philippe David jusqu'à 19h. Et Guillaume est avec nous. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Et Guillaume nous appelle de Carcassonne. Ah, quelle belle ville. Ça fait rêver Carcassonne. Hein. Oui, c'est dur aussi. Hein. On dit quoi, un Carcassonnois, Sonnais, Carcassonnais. Et oui, Sonnais. C'est joli, Carcassonnois. Oui, c'était joli aussi. Oui. Noix de pécan, bien sûr. De macadamia. Ou noix de C'est ça. c'est ça. Et Guillaume... C'était pas une vanne à la noix. Non, bien sûr. Il a trouvé. Elle était énorme. Guillaume, vous faites quoi dans la vie? Je suis restaurateur. Ah, magnifique. Beau métier. Ça, c'est bien. Voilà. Vous êtes le nouveau meilleur ami de Philippe David, sachez-le. Et pas que. Oui, le connaissant un petit peu, ça ne m'étonne pas. Et la spécialité, c'est quoi? De la mienne ou de Carcassonne? Ah bah de la vôtre. De la vôtre. Oui, alors moi ce sont des frites. Les quoi? Les sushis. Ah oui, vous faites les sushis. Vous étiez passé dans le Grand Matin Week-end. Vous faisiez le sushi avec le riz de Marseillette qui est produit à quelques kilomètres de Carcassonne. Quelle mémoire. Exactement. Il a une mémoire imparable. Ça y est, je me rappelle. Ouais. Oui, tout à fait. Sincèrement, Guillaume, je m'attendais à tout sauf le sushi à Carcassonne. Mais Eh oui. en tout cas, Mais pas une surprise. bah oui, c'est ça l'amour. N'ajoutez pas votre plaisanterie habituelle. Ah ok. Allez-y, faites-la, allez-y. Là, pas de sushi. Et oui. Il faut dire, c'est Philippe. Hein. Il l'a restée, elle est impeccable. Non, mais il a dit tellement de fois que. Oui. Elle est très bien, Guillaume, oui, de Carcassonne. Et Guillaume, vous allez devoir jouer contre Jean, contre Philippe ou contre Madi, donc il va falloir à un moment donné nous dire contre qui vous voulez jouer. En attendant, pas la question. Je sens qu'il y a eu des conquêtes d'origine. Autant nous on a pris cher, autant ça n'a pas vieilli. Mais bon, voilà, en tout cas. On parlait pour vous. Guillaume, vous restez avec nous. Allez tout de suite, on démarre cette émission avec le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et monsieur le procureur veut requérir contre le syndicalisme qui veut mettre l'économie française à genoux. Ah oui. Je ne vais pas résister aux temptations. Hein, mais ne nous soumets pas à la temptation, voilà. En effet, j'ai entendu une phrase d'un syndicaliste, si je ne me trompe, Philippe Martinez, absolument, qui a dit nous souhaitons mettre l'économie française à genoux. Alors je comprends totalement les manifestations de demain, mais c'est autre chose tout de même, me semble-t-il, de la part d'un syndicaliste qui est naturellement français comme nous tous, de souhaiter qu'une économie à laquelle, qu'il le veuille ou non, il participe, soit mise à genoux par son action. Là, franchement, cela me choque profondément parce que ça pourrait laisser croire, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, que Philippe Martinez n'aurait pas un esprit national. Oui. On ne peut pas vouloir que l'économie d'un pays auquel on est une partie intégrante, même si on est un syndicaliste de haute volée, soit mise à genoux par une action. C'est tout à fait différent de la manifestation et des défilés, que sais-je. C'est un dérapage pour vous ? C'est un dérapage pour vous ? Je trouve que je suis pas le seul, hein, d'ailleurs, à l'avoir relevé, Cécile. C'est tout de même plus qu'un dérapage. D'ailleurs, je crois qu'il a dû s'expliquer là-dessus, me semble-t-il. Jean de Rideau. Oui, non, c'est vrai que c'est terrible cette volonté de mettre des économies à genoux comme ça. Alors là, en plus, en l'occurrence, l'économie française, c'est vrai, on va avoir le temps d'en parler pour notre débat tout à l'heure. Qui a pris cher ces dernières années, quand même, notre économie. Oui, depuis, hélas, très très longtemps. J'ai même vu sur les réseaux sociaux Arnaud Montebourg qui rappelle tous les fleurons de l'industrie française en commission d'enquête parlementaire. Qui ont disparu, les Péchinet, les Alstom et consorts. Et c'est un fait qu'on se demande qui pense à l'intérêt supérieur de la France et des Français. Entre les politiques, les syndicalistes, je dirais de tous bords, c'est un mystère et c'est à la fois triste et puis anxiogène parce qu'on sait que la CGT a quand même une certaine capacité à bloquer l'économie. C'est un vrai problème. D'ailleurs, 0826 300 300, puisque c'est un sujet dont on traitera à 18h30 pour notre débat, notre coup de projecteur sur le fait que est-ce qu'il faut effectivement bloquer le pays complètement pour cette réforme des retraites. 0826, vous pouvez déjà vous enregistrer là au des taux standards et elle vous attend. Madi, pardon.
Je trouve ça dommage parce que l'économie française, ça fait déjà un moment qu'elle est plus tellement debout. Et je trouve qu'effectivement, la France n'a pas besoin de ça. Et je trouve que c'est irresponsable de la part d'un syndicaliste de son niveau. Alors je veux bien que des petits syndicalistes s'expriment à tort et à travers sous le fait de la colère, puissent tenir ce genre de propos. Mais là, je trouve que quand même, c'est dur. Mais est-ce que c'est pas la provocation, Philippe Bilger, qui marque les esprits? Est-ce que là, on n'est pas dans la provoque et dans la surenchère, justement pour taper? Certainement, Cécile, mais je crois qu'en plus, il le pense. Il a une conception tellement outrancière du syndicalisme que je crois qu'il est sincère lorsqu'il profère cette énormité sans se rendre compte que, en réalité, il se bat contre son propre pays, quelle que soit la validité de sa cause. Mais là, il est en fin de mandat, donc c'est le... Oui, mais tout de même, c'est dommage que Laurent Berger n'ait pas une influence un peu lénifiante. Mais est-ce que vous ne croyez pas que le problème de Laurent Berger ou des autres, c'est que la base est furieuse contre la réforme et que donc on ne peut pas trop, justement, sans jeu de mots, mettre les formes? Sûrement. Ce matin, ailleurs, j'étais à côté d'un syndicaliste de Sudrail qui n'a pas osé contredire cette phrase de Philippe Martinez, mais qui était un petit peu gêné. Pour que Sudrail soit gêné par une assertion de la CGT, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose. C'est sûr. J'aime bien l'analyse de Philippe David. C'est un fait qu'ils ont quand même un problème, la CGT, dans la mesure où Martinez va bientôt devoir passer le relais. Et on se rend compte que tous ces syndicats, ils ont quand même de moins en moins de capacité à mobiliser, paradoxalement. La dernière grosse grève des contrôleurs, elle est née sur les réseaux sociaux. Les syndicats ont été complètement dépassés. Les gilets jaunes, précédemment, n'en parlons pas. Et manifestement, il y a effectivement une dimension très politique, je dirais, dans toutes ces prises de parole. On en parlera bien entendu à 18h30 à 0826 300 300. On peut déjà vous précaler, vous enregistrer. Comment vous enregistrez? Non, oui, si vous nous enregistrez, la douce voix de Haute vous accueillera avec... Et dans un instant, on va revenir sur ce débat. L'Église doit-elle accepter d'ouvrir ses archives dans les scandales de pédophilie? Avant d'être élu pape, vous l'avez certainement entendu, Jean-Paul II aurait dissimulé des affaires de pédophilie en Pologne commises par des prêtres de son diocèse. À l'époque, il était cardinal. 0826 300 300, si vous voulez nous donner votre avis. On en parle dans un instant. À tout de suite. Bienvenue, c'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Bienvenue dans l'équipe de fous, de dingues, du lundi, de malades. Des gueudins. Des gueudins, c'est les vraies voix du lundi. On aimerait tellement être des gens comme ça. Mais le déni de réalité, vous connaissez? Vous êtes en train de dire qu'on se fait passer pour d'autres, c'est ça? Non, pas vous, ma chère Cécile. Non, mais je dis nous, collectif. Moi-même, je me sens incurablement rattaché au camp conservateur. Oui, mais parfois... Ça peut s'arranger, Philippe. Tout est enregistré ici, Philippe. Vous savez que parfois vous faites des petits dérapages, des petits trucs comme ça qui nous font marrer. Absolument. Des dérapages parfaitement incontrôlés, contrairement à vous, hein, ma chère Cécile. En tout cas, Philippe Bilger est avec nous. On est ravis de l'accueillir quand même tous les jours. Jean Dorido, docteur en psychologie et créateur de l'application Zenfi. Ça, abonnez-vous sur l'application Zenfi. Madi Seydi, conseillère en communication d'influence et auteur de ce livre Française venue, d'ailleurs publié chez Stock. Et tout de suite, 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les Vraies Voix Sud Radio. Et bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et ces 3 mots dans l'actu sont veillée, inflation et boxe. Veillée d'armes avant la bataille des retraites. Les syndicats promettent une France à l'arrêt. Le ton monte même au Sénat. Le trimestre anti-inflation promis par la grande distribution et le ministre de l'économie. Un panier de produits vendus le moins cher possible. Bon, reste à voir ce qui se passe derrière cette formule concrètement. Et puis quand un film de boxe chauffe son public au point que ça se finit en bagarre dans plusieurs cinémas, une salle à Dreux annonce même déprogrammer ce film. Cri de 3 vu l'ampleur du phénomène. Les Vraies Voix Sud Radio. La réforme des retraites débute une semaine décisive au Sénat, mais aussi face à la rue. C'est demain la rue où les opposants du texte veulent mettre la France à l'arrêt en mode grève reconductible, potentiellement au-delà même de la seule journée de demain. Même du côté du Sénat, c'est assez inhabituel pour être souligné. Le ton monte, comme ici par exemple avec le communiste Fabien Gay. En 2019, vous étiez bien pour la retraite par capitalisation. Et vous n'avez pas changé. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui n'est qu'une étape. Et donc, dans un an, va revenir sur l'établi
la retraite par capitalisation. Le projet que vous n'avez pas lâché de 2019. Personne n'a un poisson rouge ici qui tourne dans un bocal et qui en quelques secondes oublie tout. Alors, de leur côté, les routiers ont déployé dès ce matin des barrages filtrants, ajoutant aux perturbations attendues dans les transports. La SNCF, la RATP avertissent que le trafic sera très affecté demain. Selon le SNUIPP-FSU, le premier syndicat du primaire aussi, plus de 60% des enseignants du premier degré seront grévistes. Plusieurs milliers d'écoles resteront donc fermées. Et on en parlera bien entendu à 18h30 dans notre coup de projecteur. On en vient, Philippe. On en vient à cet accord anti-inflation publié par Bruno Le Maire. Oui, accord trouvé ce matin avec les distributeurs. Le ministre de l'économie l'a annoncé devant une brochette de patrons d'enseignes de grande surface, à l'exception notable de Leclerc, qui boudait l'événement. Le trimestre anti-inflation, ça va consister pour chaque enseigne à définir une sélection de produits vendus, je cite, le moins cher possible. Alors, beaucoup comme l'UFC Que Choisir s'interrogent déjà sur le côté peu contraignant de cette formule. En tout cas, Bruno Le Maire assure que les enseignes vont bel et bien mettre la main à la poche. Ce trimestre anti-inflation sera un dispositif massif, efficace, protecteur. Il garantira sur un nombre de références élevé qui seront librement choisis par les distributeurs un niveau de prix le plus bas possible. Ce niveau de prix le plus bas possible, il sera pris sur les marges des distributeurs, ce qui représente un effort de plusieurs centaines de millions d'euros consentis par les distributeurs pour le pouvoir d'achat des ménages. Alors concrètement, les produits de cette opération trimestre anti-inflation vont être identifiables avec un petit logo tricolore sur l'emballage. Notez que le patron de Leclerc avait donc boudé ce rendez-vous. Il s'en explique, il dénonce une opération de communication sur certains produits qui, selon lui, donne l'impression que les enseignes se rattrapent sur le reste, sur les autres produits. Philippe Bilger, peut-être... Alors, d'abord, dans le micro. Juste si vous le permettez, oui. Cécile, lorsque Félix parle de l'atmosphère du Sénat, tout de même, c'était gentil ce que disait le sénateur communiste par rapport à l'Assemblée nationale. Pour le Sénat, ça reste. Et là, je ne sais pas ce que ça va donner, cette histoire. Leclerc se distingue, je crois, assez généralement, et je ne suis pas persuadé qu'il ait tort. Lorsqu'il dit, en réalité, il faut essayer d'offrir à tout le monde, sur tous les produits, le moins cher. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, moi je fais ça toute l'année, j'ai pas besoin de panier anti-inflation. D'ailleurs, a priori, ça sera surtout les marques distributeurs qui seront concernés par ce trimestre anti-inflation avec le petit logo tricolore. Madi, Saïdi. Donc si j'ai bien compris, on passe du fameux panier anti-inflation au trimestre. C'est très bien, sauf qu'on ne dit pas sur combien de produits, on nous a dit beaucoup. Est-ce que ça va être efficace? On va voir. C'est la clarté dans la confusion. Voilà. C'est toujours les belles annonces, grande pompe, donc communication comme toujours. En tout cas, je veux bien voir. Moi, je vais vous emmener faire les courses ce soir. On va aller chercher un panier. C'est un fait qu'on a un ministre de l'économie. On aimerait l'entendre travailler à créer une France prospère, une France qui se moquerait de l'inflation, où chacun pourrait avoir un job et vivre dignement de son job. Et ça, pour l'instant, c'est aux abonnés absents. Alors on met des rustines, on fait des chèques ceci, des chèques cela, des paniers machin chose. C'est pas ça qui rend les Français prospères dans leur travail. Surtout que ça n'est pas pérenne, forcément. C'est clair. Et on termine par ce film déprogrammé de certains cinémas après de nombreux cas de bagarres dans le public pendant les projections. Oui, le film en question, c'est Creed 3, le troisième opus de cette série Creed dérivée de Rocky. Sur l'écran, on peut voir ça. C'est quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fies? Je vois bien ce que le problème, c'est que même en dehors de l'écran, dans la salle, on peut voir ça finalement. Un public venu voir Creed 3 pour en découdre. Depuis la sortie du film américain de boxe la semaine dernière, les mêmes scènes se sont multipliées. Par exemple à Saint-Étienne, à Ivry-sur-Seine, à Charleville-Mézières ou encore à Thionville. Oui, là malheureusement c'est plus le film, c'est dans la salle, ces vidéos qui ont tourné, notamment sur les réseaux sociaux. À Saint-Étienne par exemple, le samedi après-midi, la police a interpellé une vingtaine de spectateurs après cette bagarre générale dans le public. Nous n'étions pas en capacité de ramener le calme. L'intervention de la police a été nécessaire pour mettre fin aux bagarres avec des jets de bouteilles dont l'une a atteint la tête de l'un de nos agents de sécurité. C'est ce qu'explique ce responsable de salle stéphanoise qui avait d'ailleurs connu déjà un phénomène similaire en 2019 avec Fast
and Furious 9. Voilà, conséquence, en tout cas, un cinéma à Dreux vient même d'annoncer qu'il déprogrammait le film pour couper court à ces violences. Est-ce qu'il faut qu'on n'est pas chez les fous? Je ne connais pas ces films, mais est-ce que, à votre avis, ceux qui l'ont vu ou qui ont vu les précédents, c'est une sorte de contagion du spectacle lui-même sur les spectateurs, ou est-ce un public? Excusez-moi, quand on allait voir Rocky il y a 40 ans, on n'était pas aussi débile pour faire de la boxe dans la salle de cinéma. J'allais poser la question. Justement, est-ce qu'on sait pourquoi ça crée des bagarres? Est-ce qu'il y a des scènes très, je sais pas moi. Non, mais c'est comme tous les cinémas avec des voitures qui vont vite de course, où les gens sortent du cinéma et ont l'impression qu'ils sont sur un circuit. C'est la même chose, c'est toujours la même chose. C'est quand vous allez voir un Grand Prix de Formule 1 ou un Grand Prix moto, et ben derrière les gens, certains motards prennent leur moto et roulent à fond pour voilà. Il y a une espèce de mimétisme, d'emballement, l'influence sociale est quand même bien connue. C'est quand même des films violents, c'est quand même pas ce qui manque. Et là, manifestement, il y a un truc spécial avec ce film. Donc je me demande. Est-ce que le côté surenchère des réseaux sociaux empire la situation? Peut-être que. Alors j'espère que c'est pas un mauvais happening qui a été mis en place pour faire de la communication et qui part en. Je me souviens par exemple, on va en parler bientôt, de la dernière Tentation du Christ à l'époque de Scorsese, et il y avait eu des heurts dans les cinémas parce que le sujet était polémique. Il y avait des personnes qui étaient pour le point de vue du film, d'autres qui étaient contre et finissaient par se battre. Et là, je me demande. Il y a toujours un mimétisme. Phil David le disait, on a tous vu les Rocky, Creed, c'est la suite. Apollo Creed, oui, absolument. C'est dans le. Qui meurt face à Ivan Drago dans Rocky IV. Au départ, le premier Rocky, c'est Apollo Creed, champion du monde, qui défie un boxeur inconnu. Et je comprends. Oui, on aimerait comprendre le contenu du film. C'est rien à comprendre. Pour moi, c'est qu'il y a des crétins. Non, mais c'est des sauvages. Il n'y a pas d'autre mot. C'est des sauvages qui débarquent dans une salle de cinéma et qui se pensent chez eux, dans leur cité ou j'en sais rien. Mais c'est juste pas possible. Combien de films on a vu qui sont violents, c'est de la castagne, jamais ça se termine comme ça. Justement, on m'a dit, pardon de poursuivre le débat, c'est-à-dire que toute chose étant égale par ailleurs, il y a un truc apparemment particulier avec ce film. Parce que justement, il y a plein de films violents dans toutes les salles de France. C'est du mimétisme, c'est comme Philippe Bilger. Dès que quelqu'un va, il veut tous être comme Philippe Bilger. J'ai décidé, quand je quitterai le cinéma, de faire comme Verstappen. Allez. Mais moi, je serais curieuse de voir, je suis curieuse de savoir si ça va se passer comme ça partout. Si tout le monde déprogramme. Donc, à mon avis, c'est pour ça que je pense que c'est un public en particulier. Et voilà, on est en retard, se tenir ou pas. Vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur ce scandale dans l'Église. Avant d'être élu, le pape Jean-Paul II aurait dissimulé des affaires de pédophilie en Pologne, commises par des prêtres de son diocèse. Et la question du jour, l'Église doit-elle accepter d'ouvrir ses archives dans les scandales de pédophilie? Parce que pour l'instant, c'est un grand non. Ils ne veulent pas ouvrir les archives. Et oui, vous dites oui à 90%. 0826 300 300 vous attend dans un instant sur Sud Radio. Ah là là, ça papote hors antenne, ça papote. 0826 300 300, vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix sur Sud Radio. En tout cas, on dirait jusqu'à 19h. Philippe Bilger est avec nous. Ça va mon Philippe? Ça va. Ça démarre bien. On va aborder un sujet, ça va être délicat pour moi parce que j'aime beaucoup. Jean-Paul II. C'était mon préféré. Voilà. Mais je vais essayer d'être nuancé. Oui, absolument. Jean Dorido est avec nous, docteur en psychologie et créateur de l'application Zenfi, et Madi Saidi, conseillère en communication d'influence et auteur de Française venue d'ailleurs, publié chez Stock, venue d'ailleurs mais venue chez nous. C'est ça qui est bien. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le pape appelle à lutter avec détermination contre la pédophilie au sein du clergé. Sous le pontificat de Jean-Paul II, toutes ces affaires se réglaient en interne. Les prêtres coupables d'attouchements sur mineurs étaient simplement affectés à d'autres diocèses, laissant le fléau perdurer. Une enquête journalistique assure que le cardinal Karol Wojtyła, qui deviendra Jean-Paul II, était au courant d'affaires de pédophilie dans l'église polonaise. C'est pas le pape François qui est visé, puisque en réalité on remonte au pontificat de Jean-Paul II. Alors qu'il était cardinal et évêque de Cracovie, Karol Wojtyła était au courant de cas d'actes de pédophilie commis par des prêtres de son diocèse. Notamment son assistant personnel est cité plus d'une 50aine de fois dans le rapport. L'église polonaise refuse de fournir des documents, même à la justice ou à une commission publique d'enquête sur les cas de pédophilie.
La question du jour, l'Église doit-elle accepter d'ouvrir des archives de scandales de pédophilie? Selon cette enquête de la télévision polonaise, Jean-Paul II, alors cardinal, aurait dissimulé des affaires de pédophilie commises par des prêtres de son diocèse. Pour l'heure, le diocèse de Cracovie refuse l'accès aux archives. Philippe. Oui, Cécile. Témoignage à l'appui, l'auteur de l'enquête cite des documents de l'ancienne police communiste polonaise et de rares documents de l'Église qu'il a pu consulter. Ce n'est pas un cas isolé, puisqu'il est déjà arrivé que l'Église polonaise refuse de fournir des documents à la justice ou à une commission publique d'enquête sur les cas de pédophilie. Ces révélations apportent la preuve d'un abus du clergé catholique. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que pour vous c'est un scandale? Est-ce qu'on doit ouvrir les archives? Ou est-ce que vous dites c'est le passé, vous me passerez l'expression, passer l'éponge? On attend vos témoignages au 0826 300 300. Et pour l'instant c'est un grand oui sur notre compte Twitter pour ceux qui votent. Et pour en parler, Père Daniel Douigou est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un ancien journaliste et auteur de 7 jours au désert publié chez Salvatore. Et avant de revenir avec vous, Philippe Bilger, c'est difficile pour beaucoup dans l'Église, appréciaient beaucoup Jean-Paul II, d'apprendre cette. Alors tout est aujourd'hui au conditionnel. Hein. Absolument. Mais... Alors pour répondre très précisément à la question, Cécile, en dehors du cas de Jean-Paul II, je suis absolument pour l'ouverture des archives. Hein. Ça ne me gêne pas. Il n'y a pas de raison qu'on les ouvre pas. Pour Jean-Paul II, si on est certain que les informations sont exactes et qu'il n'y a pas une manipulation de la police, même à l'époque de la police communiste, à l'égard de cet homme qui a eu un rôle international capital, je dirais ceci. Franchement, ça ne m'étonne pas que face à des informations ou à des comportements choquants, il ait eu cette attitude qui consistait à dire « je les déplace, mais je n'en parle pas ». C'est quelque chose qui ne m'étonne pas de sa part. À l'époque, déjà, on ne voulait pas révéler ces choses-là, et je crois que c'est plausible par rapport à son tempérament, à son caractère. Je ne l'imagine pas, même à l'époque, avoir j'allais dire, le courage de mettre tout cela sur la place publique, alors qu'à l'évidence, il était préoccupé par une forme de morale interne. Madi Saïdi. Ben c'est délicat, oui. Moi aussi, j'ai envie de dire qu'effectivement, il faut ouvrir les archives. Mais moi, ce qui me surprend dans ce genre d'affaires, c'est que ça arrive comme ça du jour au lendemain. Le pape Jean-Paul II, il se trouve que c'était mon pape préféré. Hein. C'était le pape que j'ai beaucoup aimé. Il est même allé au Sénégal en 92. Et je comprends pas que ça arrive maintenant. Est-ce que c'est pas un règlement de compte? La Pologne n'est pas très aimée tant que ça. Est-ce que c'est pas les communistes contre les nouveaux? J'en sais rien. Mais je crois qu'effectivement, il était dans son rôle. C'est très difficile en tant que pape. Il y a la confession, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le personnage. C'était sans doute difficile pour lui de dénoncer. D'ailleurs, ça s'est fait un petit peu partout. Il n'y a pas qu'en Pologne. Hein. Nous, on l'a vu, il y a plein de prêtres qui ont été mutés en Afrique. Oui, et ça s'est reproduit également en Afrique. Donc oui, pour l'ouverture. Mais c'est vrai que je suis assez surprise que ça arrive maintenant. Il est mort depuis longtemps. Enfin, je ne comprends pas. Jean de Rideau. Alors écoutez, effectivement, je suis pas tellement d'accord avec ce que j'entends là, parce que si d'aventure ces révélations s'avèrent être exactes, c'est à vomir, quoi. Enfin, c'est absolument écœurant. Ça rappelle la réaction de Barbarin, qui était primat des Gaules à l'époque, et qui dit qu'il y avait des révélations d'abus sexuels dans l'église à Lyon. Par le père Prénat. Voilà, il avait dit, oui d'accord, mais bon, grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits. François Ozon en a fait un film admirable. Et ma première pensée, elle va pour les victimes. Je veux dire, si c'est vrai ce qui s'est passé, c'est absolument écœurant. Je veux dire, on le sait de plus en plus. Dieu merci, précisément, depuis la libération de la parole, comme on dit. Il y a une omerta effrayante sur les viols en général, et encore plus sur le viol des enfants, parce qu'il n'y a pas plus faible qu'un enfant sur cette terre. En France, on estime qu'un enfant sur 10 est victime de viol ou d'agression sexuelle. Et alors, bien sûr que l'Église n'a pas le monopole de l'agression sexuelle. Toute institution où il y a des enfants, il y a des agresseurs et des prédateurs sexuels. C'est vrai dans les clubs de sport, c'est vrai à l'école. Et il y a ce réflexe abject d'une institution qui veut se protéger et qui justement met la poussière sous le tapis. C'est absolument écœurant.
Bon, on sent que ça vous touche et on comprend. Père Daniel Guigou, merci d'être avec nous. Cette information, forcément, elle est extrêmement choquante pour ceux qui appréciaient ce pape et puis surtout pour le sujet qui est quand même lourd de conséquences. Oui, et d'ailleurs je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur votre plateau. La loi du silence dans l'Église, malheureusement, a remplacé la loi de la vérité qui est un slogan de l'Évangile. Et pas n'importe quelle loi du silence, une loi du silence d'une certaine façon admise ou organisée par l'institution, une loi du silence qui est criminelle puisqu'il s'agit de couvrir des crimes sexuels. Et il faut de toute urgence une opération de vérité qui passe, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, par l'ouverture des archives, parce qu'il faut signifier la volonté d'aller jusqu'au bout. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'au moment où l'on enterrait Jean-Paul II, il y avait une crise, un cri devant la basilique, sancto subito, faites-le saint tout de suite. Et effectivement, et c'est la première fois, il a été déclaré saint. Seulement 9 ans après sa mort. Or, en général, on attend beaucoup plus. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a toujours une enquête qui est faite avant de déclarer saint une personne. Et là, visiblement, on est allé très très vite et la loi du silence, elle s'est poursuivie après sa mort pour le faire, pour le canoniser. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que le problème de la confession... Allez-y, Philippe. Mon cher Daniel, comme vous êtes un homme nuancé... Philippe, oui. Comment dire, sans valider une seconde le silence de Jean-Paul II, est-ce qu'à l'époque, il était si facile pour une institution, quelle qu'elle soit, parce que cette loi du silence, je pourrais en donner des témoignages dans d'autres institutions, avec probablement des malfaisances moins graves. Mais est-ce que c'était si simple pour un cardinal comme Wojtyła d'arbitrer en faveur d'une transparence totale, alors que le souci prioritaire à l'époque, c'était de préserver l'institution dans son image publique, en même temps qu'on réglait le problème tout de même de ces prêtres, absolument. Donc, non pas que j'approuve... On ne réglait pas tellement le problème, on le déplaçait. Hein. Oui, mais d'accord. Oui, mais on est toujours très doué pour condamner a posteriori. On est formidable dans les condamnations rétrospectives. Mais j'aimerais l'avis de Daniel là-dessus. Oui, je suis d'accord, Philippe, avec vous. Moi, j'ai fait l'expérience de sortir un livre, L'Église sur le divan, où je interrogeais le fonctionnement de l'institution, qui pouvait permettre, alors à cette époque-là on ne parlait pas de violence sexuelle, mais qui pouvait permettre des dérives, mon livre a été très très mal reçu par la presse catholique, car ce que l'on me disait, au fond, c'était tu es complice de ceux qui veulent la mort de l'Église. Et tout le problème aussi, je crois, de François actuellement et celui-là, c'est d'essayer de faire avancer une réforme de l'Église absolument indispensable sans créer un schisme, parce que les résistances de l'institution sont très très fortes au niveau d'un simple journaliste comme moi, et sans doute encore un peu plus quand on est cardinal et ensuite pape. Jean de Rideau veut réagir. Non, mais c'est-à-dire que j'écoute très attentivement les propos de notre invité. Il n'est pas question de faire du catho-bashing, simplement. Là, c'est un fait quand même. Quand j'entends l'Église sur le divan, j'ai le nom de Tony Anatrella qui me vient en tête, un prêtre catholique, psychanalyste, qui faisait des thérapies de conversion pour aider, soi-disant, les personnes homosexuelles qui voulaient guérir du mal dont elles pensaient être la proie, et il les abusait
abusait sexuellement, si vous voulez. Donc c'est vrai que c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, avec tout vraiment le respect que j'ai pour l'institution et vraiment la tendresse que j'ai pour le message des évangiles, là il y a quand même un vrai bug dans l'institution Église tout entière. Pardon, enfin on tombe de Carivancy là, on a Jean Vanier qui était un type, il a fait un travail extraordinaire avec l'Arche, il s'occupait des personnes handicapées, et puis là on découvre, on apprend que c'était un prédateur sexuel. Enfin il y a quand même un vrai problème dans l'Église. 0826 300 300, Guillaume est avec nous. Guillaume, vous vouliez réagir? Oui, Cécile. Bon, si j'avais mon petit avis à dire, je pense que ça serait comme 90% des auditeurs de Sud Radio. Je pense qu'il faudrait, oui, déclassifier les documents à chaque fois qu'il y a un soupçon de crime, car ces actes sont évidemment des crimes. Oui. Est-ce que ça pose un problème? Est-ce que la confession, par exemple, Daniel Duigou, pose un problème, justement, ce qui est raconté, en tout cas, lors de ces confessions? Parce que là aussi, il y a un souci quand même. Oui, bien sûr, il y a un souci. Et cette loi du secret confessionnel est à interroger, si je dirais. Parce que selon le droit canon, un prêtre qui reçoit une confession d'un criminel, il est prisonnier de son obligation, de son obligation de secret, et en même temps, il n'est pas possible de se taire. Et en général, la consigne qui est donnée, c'est qu'on ne va pas donner l'absolution. On demande d'abord à la personne de se présenter devant la police pour manifester, pour faire son devoir de citoyen et pour manifester sa volonté de changer, sa repentance. Et ce n'est qu'après qu'éventuellement il peut y avoir absolution. Oui. Mais vous avez raison, le secret de la confession doit être interrogé. Alors, simplement, pour encore une fois ne pas faire de cato-bashing, je propose l'idée au contraire que le problème n'est pas le secret de la confession. Le problème, on le voit dans toutes les institutions, dans tous les systèmes humains, il y a le désir de garder la face, même dans les familles. Dans les familles. J'ai régulièrement des aveux d'abus sexuels au cabinet, et ce que s'entendent dire les personnes, c'est quelque chose du genre, tu vas quand même pas faire autant d'histoires pour si peu. Donc c'est pas l'apanage de l'Église catholique. Il y a une volonté des institutions de défendre leur image, toujours aux dépens, toujours pareil, de l'enfant, c'est aux dépens de l'enfant qui est tellement faible. Et la peur du scandale. Sauf une chose, c'est ce que j'ai dit en premier, c'est que cette loi du silence, qui peut être aussi la loi appliquée dans des familles ou ailleurs, dans d'autres institutions, elle se heurte à cette loi de la vérité qui est, d'une certaine façon, la clé de voûte de l'Évangile. Donc il y a une contradiction fondamentale entre une parole qu'on veut annoncer et puis la façon de la vivre absolument à l'opposé de ces déclarations. Et là, c'est toute... alors, de fait, c'est un problème institutionnel, parce que je crois que, comme l'avait souligné la commission indépendante, la commission Sauvé, il y a un problème systémique, mais aussi il en va de la crédibilité de l'Église au niveau de sa parole. D'ailleurs, aujourd'hui, l'Église, on n'entend pratiquement plus. Il faut qu'on ouvre les dossiers, les archives, pour faire une opération de vérité, et que l'Église, institution, d'une certaine façon, retrouve une crédibilité, peut-être en passant par une refondation. C'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, Père Daniel Duigou, d'avoir été avec nous, ancien journaliste et auteur de 7 jours au désert, publié chez Salvator. Merci d'avoir été avec nous. 0826 300 300. Vous pouvez bien entendu commenter ce débat à partir de 18h52. Vous pouvez nous rappeler. On vous attend au standard. En attendant, c'est un jeu qui va nous animer. Puis ça s'appelle le quiz de l'actu, beaucoup plus léger. Oh là là, même une plume. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ravis de vous retrouver avec Philippe Bilger, qu'on aime beaucoup. Réciproquement. Oh, c'est gentil cette Qui se petite prépare déclaration. pour le quiz, là, j'ai l'impression que... On le sent, là, dans le Non, je me remets d'une indignation collective Ah ouais. qui n'était pas loin de m'agacer un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Mes indignations agacent, Philippe Bilger. Non, mais les anti un peu globaux comme ça m'agace. Mais pas C'était du une tout. boîte de nuit parisienne, le Globo, qui était excellente d'ailleurs. Ouais. Mais la liberté. Hein. Mais Pardon, ouais. vous savez quoi? C'est l'intérêt de cette émission. Mais bien C'est sûr. ça, c'est d'être agacé par les avis des Et autres. réciproquement. Voilà, Et qu'on s'aime quand même. Voilà, Et voilà. réciproquement. On s'aime quand même, n'exagérez pas non plus. Je parlais pas, moi. Ah, on s'aime, on s'auto-aime. Jean Dorido est avec nous, bien sûr. Madi Seydi est avec nous. Allez tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et Guillaume est avec nous pour jouer au quiz de l'actu. Guillaume. Oui. Oui, Guillaume, contre qui allez-vous jouer? Alors, je crois, je vous le dis, ça, si vous pouviez jouer contre Jean Dorido et le Plumet, je pense que ça ferait plaisir à Philippe Bilger. Surtout après le... Oh, ça va. Mais j'aime tellement Jean. Non, mais vous jouez contre qui? Comme Guillaume fait du sushi, c'est plutôt écaillé plutôt que plumé. Oh là là, mon Dieu. Ok, c'est bon, c'est réglé. Alors, Guillaume, vous jouez contre Philippe, contre Madi ou contre Jean? Écoutez, moi je suis dans la neutralité, donc je vais jouer contre Madi. Madi, c'est la première fois que quelqu'un joue contre vous. Oh non, on a déjà joué contre moi et j'avais perdu. Oui. Ah oui, c'est vrai, la première fois que vous êtes venu. oui, Ben voilà, vrai. ça fera la deuxième. Probablement, fort probablement. Faites vos jeux. Allez, attention, c'est parti. Et alors donc, Cécile, Vous êtes avec Jean. Jean, moi avec Guillaume. Hein, c'est ça. Voilà, donc vous êtes dans le même équipe, contre dans le la même fille. bateau. Et attention, il y a un trou Attention, dedans. on m'a dit, hein. Allez, ça, on y je va, sais on que y va. je vais- Pas de On y va, carte. les amis. Question Kikadi. Concernant la gestion des trottinettes, Kikadi, le laxisme a maintenant trop duré. Bonne réponse, elle a été plus rapide. Je l'admets. Non, Ah, parce dis que je donc. suis le dossier, je fais de la trottinette. 2-0. Et on Allez. appelle ça une Madi qui se rebelle. Oui. Question Kikadi, numéro 2. Dans le cadre de la réforme des retraites Kikadi, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Bon, ben, il y en a plein qui ont pu le dire. Moi, j'aurais pu le dire. Mais alors là, je sais pas du tout. Alors, je peux répondre. Oui. Je me demande si c'est pas Laurent Berger. Bonne réponse de Jean Dorido. Pas mal. J'ai bossé mon actu. Allez, c'est bien. Non. Guillaume, vous connaissiez la réponse ou pas? Non. Bon, allez. Ah ben voilà. Alors écoutez bien, c'est peut-être pour vous ça. Troisième Kikadi. Toujours dans le cadre de la réforme des retraites, elle aura fait dire des conneries à cette réforme des retraites. hein. Kikadi, la France qui manifeste, c'est une France qui se lève tôt et qui va au boulot et qui a mal au dos. Et en l'occurrence, c'est pas une connerie. C'est pas un tas. C'est pas Olivier Non. Véran? Non. Valérie Pécresse. Non. Nadine Morano. Non. Non. Moi, j'irais voir dans l'autre camp. si Oui, j'étais vous. Oui, plutôt de l'autre la, côté. la France qui se lève tôt a mal au dos. Oui, c'est ça. Rousseau, Madame Rousseau. Ah, non. Non, c'est pas ce genre Alice Coffin. de sujet. Non. Non. Guillaume. Merde, ça a des filles, mais je sais pas. Trois propositions. Oui, La dame qui est femme de ménage, non députée LFI, Rachel non Keke, non. 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 Vous nous donnez une petite indication. Allez, Rachel Keke, François Ruffin ou David Guiraud? Eh ben David Guiraud. David Guiraud. Bah non. C'est nous. La tricheuse. Et c'est. Elle a triché. Vous avez dit Guiraud. Oui. J'ai dit Ruffin. Oui, mais vous avez dit Oui, Guiraud mais d'abord. Mais J'ai dit, quand on a dit non, elle a j'ai dit dit Ruffin Allez, comme 4 à Guiraud 2. avait tort. Encore un Kikadi. Allez. Pour répondre au blocus challenge du député LFI Louis Boyard, Kikadi, la politique n'est pas un challenge TikTok. Ron Pivet. Bonne réponse de Philippe Bilger. Là, il peut pas. Oui. Je me méfie de lui, hein, parce que il n'est pas équitable comme Cécile. Ouais. Bah, allez-y, traitez-moi de truand. Oui, C'est ça. oui, Non, oui. escroc, un petit escroc. Il y a une Allez, métaphore entre 20 le brie et le secondes. camembert qui me vient à l'esprit. Les amis, question socialiste. Pour quel qualificatif Olivier Faure a-t-il démis Christiane Constant, qui est une dirigeante PS du Rhône? Ah, macaque! Oui, bonne réponse. Dis donc, on m'a Incroyable, dit. ça. Elle m'a dit rébellion, Macaque. absolument. On a 6-4. 6-4. oui. Bon, c'est fini. Dans le Rhône, en Eh plus. ben 6-4, oui. Et Dans c'est- le Rhône. Mais du C'est Eh Madi- bien, écoutez, c'est Madi qui a gagné. Madi a gagné 6-4. Et je l'ai gagné. Un score de tennis. Avec un break. C'est Madi. C'est C'est Madi. Madi. Oui, c'est moi. Mais on a répondu 4 fois de suite. Vous avez j'ai répondu 2 répondu. fois et elle 3. Ah ouais. Ah, Guillaume, vous avez perdu. Oui, mais bravo Madi, c'est grâce à moi qu'elle a gagné, je les ai votés pour ça. Merci beaucoup, Jean. Il est galant, Merci Guillaume. beaucoup, Guillaume. Est-ce qu'on pourrait pas réclamer
met une nouvelle règle. Que ce soit Cécile Oh non, qui vous fasse n'allez les pas comptes. nous faire, vous n'allez pas nous faire Françoise de quoi Je vais demander à Benoît, notre réalisateur adoré chéri, de me garder cette phrase de Madi. On lui diffusera demain, comme ça va. Françoise de Gaulle va être heureuse. Bon pied, bon oeil. Allez, vous restez avec nous. On revient dans quelques instants avec le coup de gueule de Philippe David sur les faillites des boulangers. Ça fera du clic, bien entendu, tout ce qui clique sur les réseaux sociaux, vous le savez. Puis on va revenir sur ce blocage contre la réforme de retraite demain. Est-ce que vous trouvez ça souhaitable contre la réforme ou dangereux pour l'économie? Pour l'instant, vous êtes plutôt du genre à se dire forcément souhaitable pour la réforme en majorité. Et vous nous appelez, bien entendu. On a envie de vous entendre. C'est les vraies voix. Vous êtes chez vous ici. On vous attend au standard. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue si vous avez raté le début. Madi Saïdi vient de gagner le quiz de l'actu. C'est quand même l'info importante du premier trimestre 2023. Oui, vraiment. Face à Philippe Bilger et Jean Dorido, bah voilà, j'ai envie de vous dire. Enfin, moi, je suis pas fait plaît. Qui était pourtant des candidats sérieux. Oui, c'est des candidats sérieux, oui. Vous parliez de qui là? Parce que j'en connais pas, des candidats sérieux. De m'être mis avec Jean Dorido, je sais pas si j'ai bien fait. Non. Et moi-même, j'ai été médiocre. Oui, voilà. En tout cas, vous avez perdu, donc la réponse est non. Voilà. Vous n'avez pas bien fait. Allez, tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. C'est un coup de gueule pour défendre nos boulangers. En janvier, 116 d'entre eux ont mis la clé sous la porte un peu partout en France en raison de l'explosion du prix de l'électricité. Des boulangers qui alertent depuis des mois et qui vont de mauvaise surprise en mauvaise surprise. Il y a un premier exemple, un boulanger de Mélac, dans le Finistère, qui avait décidé de résilier son contrat en fin d'année avec Total Energy suite à l'explosion des tarifs, a eu la mauvaise surprise le 21 février de recevoir une facture de 15 216,80 € pour frais de résiliation. Mais non. Si, je l'ai vu en préparant mon coup de gueule. D'autres veulent alerter. À Montfort-la-Maurie, dans les Yvelines, un boulanger a mis un mannequin vêtu d'une tenue de boulanger pendu à un fil électrique. Et pour cause, il perd 5 à 6 000 € par mois. Inutile de dire qu'il risque lui aussi, le pauvre, de mettre la clé sous la porte. Vendredi, il y a 3 jours, un collectif de boulangers a fait un recours devant le Conseil d'État pour obtenir un bouclier tarifaire afin que la hausse ne dépasse pas 15% pour l'ensemble de la profession. Une décision du Conseil d'État qui urge pour toute une profession essentielle, tant pour l'emploi que pour la vie de nos villages, et qui est en danger de mort. Alors s'il vous plaît, au gouvernement ou au Conseil d'État, agissez. Eh ben dites donc, si on pouvait avoir un ministre qui dit agissez tant et ça se passe. Et ça se passe. Une indignation louable, totalement justifiée. Ah oui, c'est scandaleux même. Oui. Et avec beaucoup de talent, de verve, de verbe. Bravo. 15 000 € la facture de frais de résiliation. C'est un truc, c'est du racket. Enfin, c'est inouï. Quel est l'opérateur qui facture je viens de le dire. Cette somme? Total Energy. Il n'a pas écouté. Ça, c'est dégoûtant. Il n'a pas écouté. Ils ont été contactés. Le service client a dit que c'était en cours de discussion avec le boulanger, etc. Mais envoyer une facture de 15 000 €. De toute manière, il ne passera pas de 15 000 € à 100 €. Hein. C'est sûr que... Non mais c'est on est chez les fous, non, quand même. Avec vos indignations qui vont se multiplier, vous allez avoir du pain sur la planche. Bah oui. Il a un nombre de sujets. Si j'ose dire. Je n'avais même pas compris qu'il faisait une blague. Elle n'était pas scatologique. Non mais c'est logique parce que dans cette émission, vous êtes à la baguette. C'est ça, oui. C'est ça. Allez. Vous dites pas que c'est de l'humour de bâtard, ça va. Non, ça y est, c'est bon. Excusez-moi, quelqu'un a une survanne à faire? Deux survannes? Non? Qui dit mieux? On n'ose pas la faire. Parce que quand tu parles de bâtard. C'est pour se renchérir. C'est sans doute parce que vous êtes des vieux croutons. Voilà. Joli, Cécile de Ménibus, bravo. En tout cas, vous êtes craquant. Allez, tout de suite, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et toujours avec Félix Mathieu, ça va toujours, Félix? Oui, écoutez, très bien. Vous aimez leurs blagues? Ah bah écoutez, oui, je cherche à surenchérir, mais vous avez tout donné.
Je pense qu'il avait envie de nous mettre des pains. Allez, on revient sur une nouvelle défection symbolique pour l'hommage national à Gisèle Halimi. Mercredi, l'un de ses fils annonce refuser d'y participer. Oui, le journaliste Serge Halimi, il ne viendra pas à cet hommage qui survient, souligne-t-il, en pleine mobilisation contre une réforme des retraites que, selon lui, l'avocate et militante féministe aurait combattu, dit-il. L'ancien directeur du monde diplomatique, Serge Halimi, dit avoir été subitement informé, selon ses termes, par la présidence de la République, en même temps que la presse, de cet hommage le 8 mars, en même temps donc que la journée internationale du droit des femmes. Je n'y participerai pas. La décision de l'Élysée intervient après plus de 2 ans de tergiversation et alors que le pays est mobilisé contre une réforme des retraites extrêmement injuste dont les femmes qui occupent les métiers les plus difficiles seront les premières victimes, souligne Serge Halimi dans une déclaration qu'il a transmise à l'AFP. Ma mère aurait défendu, dit-il, leur cause à ces femmes manifestées à leur côté le 8 mars. Ce sera la meilleure façon d'honorer sa mémoire et ses combats, ajoute le journaliste qui précise n'avoir jamais eu de contact avec l'Élysée ni avec aucun officiel depuis ce jour du 28 juillet 2020. La disparition de l'avocate et féministe Gisèle Halimi, elle était l'une des grandes figures de la dépénalisation de l'avortement. Elle avait 93 ans. Ce soir, les hommages sont nombreux. Gisèle Halimi, née en 1927 en Tunisie dans une famille judéo-berbère traditionnaliste, avait compris dès son enfance, disait-elle, qu'elle serait avocate. Je crois que je l'ai ressenti quand j'avais 10 ans. Je voulais dire non à cette injustice, contre moi d'abord, contre les autres filles. Une archive du 20h de France 2. En refusant de participer à cet hommage national, après-demain, Serge Halimi rejoint donc la position exprimée par l'association Choisir la cause des femmes, fondée par Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir en 71. On en parlait ici même la semaine dernière. À l'inverse, l'avocat Jean-Yves Halimi, le frère de Serge, s'est dit très satisfait à l'annonce de cet hommage. J'ai toujours pensé qu'elle le méritait, dit cet autre fils de Gisèle Halimi. Et on continue, Philippe. En cette veille de jour de grève contre la réforme des retraites, beaucoup de hashtags en rapport avec ce mouvement se hissent dans les top tendances, Félix. Oui, exemple avec le hashtag 7 mars, on bloque tout. Parmi les opposants à cette réforme qui utilisent ce hashtag, beaucoup s'indignent encore de la une du Parisien aujourd'hui en France d'hier. Cette interview du ministre du Travail avec cette citation en exergue. C'est une réforme de gauche, affirmait Olivier Dussopt hier à la une du Parisien. Un collectif de militants insoumis, par exemple, il fait référence en tweetant « Demain, pendant qu'Olivier Dussopt révise la différence entre sa droite et sa gauche, nous, on garde le cap ». On a aussi, par exemple, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, qui tweet cette une d'hier du Parisien avec ce commentaire d'Olivier Faure. C'est une réforme de gauche, c'est même pour ça que seule la droite est prête à la voter. Une réaction peut-être, Philippe Bilger, sur Gisèle Halimi, oui, bien sûr. Si vous le permettez, Cécile, moi, pourquoi pas l'hommage national, hein, mais je suis pas emballé de toute manière. Mais heureusement qu'on a échappé à la panthéonisation qui aurait déchiré le pays encore plus. Il faut être sérieux. On peut pas faire du Panthéon une espèce de fourre-tout pour des gens tout à fait estimables qui ont parfois été formidables dans certains aspects de leur vie, mais tout de même, sinon dans des siècles, Jean de Rideau et moi, on sera au Panthéon. Ça sera l'occasion de bien se marrer. Vous remarquez, Cécile, non, c'est Philippe et moi, j'ai bien noté. Non, pour Bilger, nous on est à la fosse commune. Mais non, au contraire, puisque je viens de regretter la banalisation du Panthéon. Ah, parce que vous ne me mettez pas dans une fosse commune avec Philippe David tout le restant de ma mort. Je vous tiendrai, je vous ferai des blagues sur les pains et tout, c'est vraiment... Jusque dans sa tombe. Jusque dans sa tombe. Allez, vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. Bien entendu, pour le tour de l'actu des vraies voix, puisque elles aussi, elles ont en tout cas, ces vraies voix ont une actu importante qu'elles veulent mettre au devant de la scène. Et puis, on va revenir sur ce coup de projecteur à partir de 18h30, sur ces manifestations de grande ampleur, des grèves reconductibles dans tous les secteurs stratégiques. On va en parler dans quelques instants. Vous voulez d'ores et déjà vous inscrire, 0826 300 300. À tout de suite. Ah bah dites-moi, ça charrie sévère dans les vraies voix. Ah ouais, là, ils sont, j'allais dire, chauds comme des baraques à frites, les vraies voix aujourd'hui. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix avec Philippe David, bien entendu, jusqu'à 20h, enfin 19h avec nos éditorialistes du jour, avec Jean Dorédo qui est avec nous, créateur de l'application Zenvi. Vous pouvez vous abonner, c'est même conseil fortement conseillé. Le téléchargement est gratuit en plus, il y a 10 séances offertes. Voilà. C'est bien déjà. Ah bon, c'est bien. Et après, si la personne vraiment... 10 séances offertes.
offertes. Accroche, elle peut s'abonner pour avoir d'autres séances en plus. Ah, 10 séances. C'est généreux. Oui, Et vous pourriez me transformer en quoi? Ah, mais je ne vous change pas, vous êtes parfaite comme ça. Vous remboursez, Jean? Quand c'est offert, là, c'est compliqué. Non, mais imaginons que, par exception, le côté zen... Vous voulez vraiment me dépouiller. Dans 2 minutes, il vous dit combien vous me donnez. Oui, non, mais c'est ça, voilà, c'est ça. Ce qui est énorme, les 10 séances sont gratuites, combien vous me remboursez? Ça, je trouve ça énorme. En tout cas, Madi Saïdi est avec nous, conseillère en communication d'influence et auteur de Française venue d'ailleurs publié chez Stock. Et bien entendu, monsieur le président, c'est Philippe Bilger est avec nous. Allez, qu'est-ce qu'il y a? C'est à moi maintenant? Non, pas du tout, c'est tout de suite. Je vous ai pas sonné. Le tour de table de l'actu des vrais. Dommage. Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table. De l'actualité. Ah ben justement, Philippe Bilger. C'est à moi. On parlait d'entrée de jeu. Ouais. Alors, je me rappelle pour une fois ce dont je vais parler. C'est Noël. Voilà. Allez-y. J'ai cru comprendre que j'allais m'étonner, j'allais m'interroger sur ce qui vient d'être rappelé par Félix Olivier Dussopt, qui dit que c'est une réforme de gauche en ce qui concerne les retraites, et Bruno Retailleau, que j'ai écouté avec beaucoup d'attention, si on ne me distrait pas de ma concentration, qui disait on souhaite une vraie réforme de droite. Eh bien moi j'irais, je pense que si elle est votée, c'est clairement une réforme de droite dans la mesure où l'exigence principale telle qu'elle a été rappelée par Bruno Retailleau, c'est l'exigence financière. Et il considère que si on ne la met pas en œuvre, si on ne la vote pas dans 2 ans, eh bien le système sera en état quasiment de faillite. Donc dès lors qu'on insiste sur le caractère financier d'une réforme, sur un futur qui ne doit pas être obéré, je considère que c'est plutôt une réforme de droite plutôt qu'une réforme de gauche. Voilà. Alors, du coup, c'est moi qui me souviens un peu de ce. C'est une réforme de droite ou de gauche pour vous? Oui, parce que là, si vous ferez réagir. Oui, elle est plutôt, pour moi, elle est plutôt de droite. Oui, absolument. Elle est un peu entre deux, mais plutôt de droite. Vraiment, c'est pas une réforme de gauche. C'est vraiment se moquer de la gauche telle qu'on la conçoit aujourd'hui en France que de leur dire c'est une réforme de gauche. D'un autre côté, Dussopt essaie de justifier ce pourquoi il défend une réforme qu'il aurait combattue quand il était au Parti Socialiste. C'est dit, c'est parfait. Jean Dorido, ce matin, dans son édito sur Sud Radio, Éric Revel a parlé des régimes spéciaux supprimés par le Sénat, sauf le leur, et il disait grosso modo que quelque part, c'est faites ce que je dis, mais faites ce que je fais. Non, mais ça, de toute façon, c'est le grand classique des politiques. Effectivement, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Est-ce que cette réforme est de droite ou de gauche? Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement s'y prend de façon très maladroite. Et les Républicains aussi. Et c'est un fait, je rejoins Madi, c'est vrai que ça se voit d'ailleurs dans finalement cette mayonnaise sociale qui est en train de prendre manifestement. Ça s'attaque à un symbole. Et la psychologie le sait bien depuis toujours, les symboles, ils convoquent l'imaginaire. Et c'est un fait qu'à gauche, il y avait ce progrès social de plus de 40 ans maintenant, la retraite à 60 ans. Et c'est un fait que l'idée que chacun puisse obtenir une rente à la fin de sa vie professionnelle pour profiter de ses vieux jours, c'est quelque chose de socialement très fort. Et s'attaquer à ce puissant mythe, c'est quand même, oui, c'est un truc de droite, c'est pas un truc de gauche, clairement. Oui. Le tour de table de Madi, vous estimez que les députés LFI sont irresponsables? Ils sont irresponsables, absolument. Après avoir voulu transformer l'Assemblée nationale en ZAD, ils y sont presque arrivés. Alors maintenant, on a les députés LFI qui se transforment en influenceurs. Alors on a Louis Boyard qui appelle les étudiants à un challenge, le fameux hashtag Blocus Challenge. L'idée, c'est de poster les photos les plus jolies des blocages des lycées et des universités. Pour moi, c'est scandaleux. Ils n'ont pas conscience d'avoir, en tout cas, en leur possession, quelque chose de très dangereux. Elle a appelé les lycéens à foutre le bordel, parce qu'en l'occurrence, c'est ça. Je vais parler comme une LFI, permettez-moi, foutre le bordel dans les lycées.
c'est aussi une manière de se dire, on a perdu la main, à l'Assemblée nationale, on n'a pas la parole, on n'existe pas, on a perdu la main, il y a des syndicats qui sont en première ligne sur la question de retraite, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer ? Une grève pour les lycéens. Donc jeudi, ils préparent une grève pour les lycéens, et donc le fameux challenge, c'est un peu les prémices de la grève de jeudi. Et c'est d'autant plus scandaleux que le gain, c'est une visite de l'Assemblée nationale. Oui, Il fait 2 infractions, m'a dit. Absolument, absolument. Je suis très sensible, bien sûr, à ce que dit Madi. Je rejoins cette consternation. Et en même temps, c'est Churchill qui avait dit la démocratie, c'est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Parce que le problème, c'est que les Français ont voté pour ces députés. Je veux dire, c'est le prix à payer, si j'ose dire, c'est la facture de la démocratie. Oui, mais est-ce que c'est pas piétiner la lutte sociale, finalement, des vrais gens qui vont dans la rue pour des vraies raisons? Parce que c'est ça aussi le truc. C'est-à-dire qu'on fait un jeu de quelque chose qui est important pour les gens. Je suis d'une génération, si vous voulez, quand j'étais petit garçon, c'était il y a très longtemps. Les grèves, c'était les grèves étudiantes. Il y avait encore le mythe de 68, le quartier latin. Et puis, c'était comme une contagion, les grèves, ça s'est transféré aux lycéens. Et je me rappelle, j'étais gamin, c'était déjà l'époque où les collégiens demandaient à manifester. Et c'est un fait que depuis longtemps maintenant, on sait que l'UNEF a nourri les rangs du PS pendant très longtemps, un syndicat étudiant trotskiste. Et c'est un fait que, maintenant, c'est devenu traditionnel. Les lycéens se mobilisent. Non, mais c'est pas ça ce qu'il propose. Il propose de foutre le bordel, entre guillemets, en disant plus vous allez foutre le bordel, plus vous aurez une photo qui sera attrayante, et plus vous viendrez en visite à l'Assemblée nationale. Oui, les Français ont voté pour ce monsieur. Voilà, c'est un élu, les députés de la République. Donc j'ai envie de dire qu'on a les élus qu'on mérite aussi, me semble-t-il, au bout d'un moment. Il reste 1 minute pour votre tour de table, Jean Dorido. En 1 minute pour aller droit au but, c'est mercredi, le 8 mars, la journée internationale du droit des femmes. Et il y a un papier dans le Parisien ce matin qui se base sur un sondage fait sur un réseau social, justement, LinkedIn. Comme quoi, un peu plus d'une femme sur 2 aurait trouvé l'équilibre entre vie perso et vie pro, mais, et il y a un énorme mais, la charge mentale, notamment à cause du télétravail, s'accumule, et ça rappelle à quel point il y a encore un énorme travail à faire en France pour obtenir une égalité homme-femme enfin réelle. On a quand même des filles qui sont très fortes, qui sortent des plus grandes écoles. Aucune femme en France n'est PDG d'un groupe du CAC 40 aujourd'hui. Il y en a 3 qui ont le poste de direction générale, DG, mais comme par hasard, voilà, PDG, vraiment tout pouvoir, président national, 0. Et pourquoi vous criez comme ça? Pourquoi? Parce que ça m'agace. Vous ne m'aviez pas dit que votre charge mentale s'était fortement aggravée le lundi soir. Si, je vous ai dit ça. Il y a quelque chose d'hallucinant. La charge mentale des femmes, c'est un vrai problème, entre autres, et cette inégalité abjecte dans un pays moderne, censé être moderne comme la France. Un pays dit moderne. On est d'accord. Il y a du job encore. Il y a encore du job. Ça y est, il a fini sa petite colère, qui était justifiée. Vous avez raison, bien entendu. On plaisante. Cécile, en parlant comme ça, vous voyez, je porte ma croix. Ça nous fait plaisir de vous, comment on peut dire, de vous hacker quand vous parlez. De me malmener. Pas du tout. Non. Comment peut-on malmener quelqu'un qui enfourche tous les thèmes modernes? J'enfourche, vraiment. Comme vous y allez. J'ai l'image en tête, écoutez. C'est ça. En tout cas, vous restez avec nous. On revient dans un instant avec le coup de projecteur des vraies voix sur ces manifestations de grande ampleur. Grève reconductible dans des secteurs stratégiques. Est-ce que, pour l'instant, vous pensez que, et la question c'est, que le blocage de ce pays des avec les réformes des retraites, c'est souhaitable contre la réforme? Vous dites oui. En majorité, on en parle dans un instant. À tout de suite. Tu parles des vraies voix, ouais. Je t'en foutrais, moi, des vraies voix. On ricane beaucoup aujourd'hui, mais c'est lundi. Allez, ça va vous donner un peu la pêche. C'est les vraies voix. On est sur Sud Radio. Demain, ça va être beaucoup plus calme. C'est pas sûr. Il y a toujours un teasing avec Françoise Degois. C'est-à-dire qu'on prévient toujours les gens en disant attention, demain. Ça peut choquer. Voilà. Françoise Degois sera avec nous aussi. Elle nous entend. On l'embrasse bien entendu. On embrasse Françoise. Oui, et j'espère qu'elle ne nous a pas entendus. Allez, Philippe Bilger est avec nous. Jean Dorido est avec nous. Bien entendu, Madi Saïdi est avec nous. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les
vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et les manifestations de grande ampleur qui sont attendues demain, des grèves reconductibles dans des secteurs stratégiques. Les syndicats sont prêts à mettre le pays à l'arrêt pour faire plier le gouvernement face à la réforme des retraites. La mobilisation passe visiblement à la vitesse supérieure, Philippe. Oui, Cécile, mais le gouvernement est loin d'être du même avis. Après les mises en garde d'Olivier Véran, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, craint qu'après le Covid, la guerre en Ukraine et l'inflation, bloquer le pays pour s'opposer à la réforme des retraites n'aurait pas de bonnes conséquences pour l'économie. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est bon contre la réforme de bloquer le pays? Ou est-ce que vous dites, vu l'état de l'économie française, c'est dangereux pour l'économie? On attend vos témoignages au 0826 300 300. Et notre compte Twitter, pour ceux qui votent, c'est bon pour la réforme à 82%. Et notre invité est là, Luc Faré. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de l'UNSA, fonction publique. Et avant de revenir vers vous, la tradition veut que les éditorialistes, en tout cas, se prononcent avant vous. Philippe Bilger, est-ce que ce blocage contre la réforme des retraites, alors nous on pose la question, bon pour la réforme ou dangereux pour l'économie, quel choix? C'est bon pour la réforme, mais pas forcément bon pour le moral. Il faut être clair. J'ai dit tout à l'heure à quel point j'avais trouvé très discutable, pour ne pas dire plus, la phrase de Philippe Martinez qui voulait mettre l'économie à genoux. Mais ce qui m'intéresse profondément dans le sujet de Sud Radio, c'est le point de savoir comment la crise pourra se dénouer. Alors bien sûr, je ne méconnais pas du tout la validité du combat qui va être mené, qui est mené depuis longtemps et qui va atteindre un paroxysme peut-être renouvelable demain, avec l'ensemble des forces syndicales qui sont opposées à ce projet de loi. Et de l'autre côté, je n'imagine pas que le pouvoir va reculer. Le Sénat va peut-être arriver au vote de l'article 7. Et j'aimerais, si vous le permettez, tout à l'heure, Cécile, notre invité voudra bien répondre à la manière dont on s'en sortira avec ces deux forces qui sont sûres de leur validité, de leur point de vue, mais comment faire pour s'en sortir? Vu sa tête, il se pose des questions. Oui, alors bon, oui, incontestablement bon pour la réforme des retraites, parce qu'à un moment, il faut peser. Et malheureusement, l'histoire nous a appris qu'il fallait être le plus radical possible pour que ça bouge. Néanmoins, je ne suis pas sûr que le gouvernement ait envie de bouger quand ils savent qu'au Sénat, ça passera. Et s'ils ont leur allié LR qui continue d'être des alliés, ils auront peut-être pas besoin de grand chose pour que ça passe. Donc je suis pas sûre. Donc ça veut dire que pour vous, aujourd'hui, le gouvernement n'entendra pas ce qui se passe dans la rue? Ah oui, pour moi, je pense qu'il n'entendra pas. Si vous êtes comme m'a dit 0826 300 300, si vous pensez que le gouvernement ne va pas entendre, vous nous appelez. Jean de Rideau. Je pense que ça ne peut pas être une bonne chose de bloquer le pays. C'est mauvais pour l'économie, c'est mauvais pour le moral, c'est mauvais pour la santé mentale, c'est mauvais pour tout. C'est quand même effrayant. Ça semble. Vous faites du Olivier Véran là. Je fais du Olivier Véran. Je ne sais pas si c'est un compliment pour le cancer du côlon ou pour moi. Mais non, mais c'est mauvais pour tout et ça semble très très français, cette manie comme ça de toujours refaire la lutte des classes et c'est vraiment difficile d'y retrouver son latin dans tout ça, parce que même le gouvernement, la communication a été très mauvaise. L'histoire des 1200 € pour tout le monde, je vous disais, punaise, c'est bien, puis en fait apparemment c'est une arnaque. Oui. Donc à la fois je comprends la colère des syndicats et en même temps, les Français, c'est compliqué pour tout le monde, de ne pas pouvoir se déplacer, de ne pas pouvoir même aller travailler. C'est toujours l'éternel problème entre le droit de faire grève et puis le droit de se déplacer librement et puis le droit de travailler. Voilà. Alors, Luc Faré, secrétaire général de l'UNSA Fonction Publique, j'imagine que ni des trois, vous êtes d'accord avec personne. Effectivement, parce que nous considérons, l'ensemble des organisations syndicales, et en particulier l'UNSA, que cette journée de manifestation, de grève, qui va mettre la France à l'arrêt demain et qui sera une réussite, j'en suis sûr, c'est bon pour obtenir le retrait de cette réforme. Et c'est pas bon pour la réforme, c'est bon pour obtenir le retrait de cette réforme. Et c'est d'autant plus important que pour nous, c'est un moyen, parce que de fait, le gouvernement ces derniers jours s'est montré, je crois, particulièrement insincère.
avec des arguments de toute nature. Quand j'écoute le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, lorsque j'écoute le ministre du Travail, lorsque j'écoute cette affaire des 1200 €, lorsque je regarde la réalité de ce que cette réforme va faire, c'est-à-dire faire que les Français vont devoir travailler 2 ans de plus, eh bien, tout cela est très mauvais pour notre économie, est très mauvais pour le chômage, est très mauvais pour la vie des Français, tout simplement. Et donc, je l'ai déjà dit, je pense vraiment que c'est un recul social. Pour répondre à Philippe Bilger, par exemple, sur comment on va s'en sortir, en fait. Eh bien, la responsabilité première, elle est dans le camp du gouvernement. Si le gouvernement accepte de retirer cette réforme et de se mettre réellement autour de la table pour discuter avec les organisations syndicales et même avec le Parlement, eh bien je crois qu'on a d'autres moyens, et on l'a déjà expliqué, pour réussir à trouver les financements nécessaires, pour peu que l'on puisse dire qu'il en manque. Je le redis, parce que quand je dis que c'est insincère, je le redis ici, le système par répartition n'est pas en danger en France, le système de retraite n'est pas en danger en France, et donc la responsabilité du gouvernement, c'est bien aujourd'hui d'entendre les millions de personnes qui demain vont défiler. Pardon, je vais juste rebondir sur un truc. Comment enfin, moi, il y a une chose que j'aimerais bien dire, c'est que comment on peut croire finalement, et je pense qu'on ne sait pas, on n'arrive pas à comprendre qui a raison en fait. Est-ce que c'est les syndicats qui ont raison? Est-ce que c'est le gouvernement qui a raison? C'est difficile forcément pour le commun des mortels, même nous, de comprendre finalement, voilà. Comment on peut savoir qui a raison? Parce que je me mets à la place des gens, je me dis, j'entends 10 ans. On a la chance en France d'avoir un organisme qui est assez indépendant, qui est le Conseil d'orientation des retraites. Le Conseil d'orientation des retraites suit l'évolution sur la durée. Et que dit le Conseil d'orientation des retraites aujourd'hui? Les dépenses ne dérapent pas. Il dit qu'il peut y avoir, selon certaines estimations, un problème entre 2027 et 2035 d'autres 10 et 12 milliards de déficit par an. Et qu'on peut devoir combler ce trou avec d'autres moyens que de demander aux Français de travailler 2 ans de plus. Luc Faré, le sujet fait beaucoup réagir. Direction Carcassonne. Bonsoir Guillaume. Rebonsoir. Rebonsoir. Alors, est-ce que pour vous, c'est bon contre la réforme de bloquer le pays, ou est-ce que c'est dangereux pour l'économie, vous qui êtes entrepreneur? Alors, si vous voulez avoir l'avis d'un sushi au doigt et à l'œil, sur une paire de baguettes, est-ce que c'est souhaitable pour la réforme? Je crois que oui, malheureusement, c'est dommage d'en arriver là. Mais il faut bien se faire entendre. Est-il important de rappeler qu'il y a quand même une très large majorité de personnes qui sont contre? Je crois que ça tourne autour des 90%. Mais je penserais, moi, plus pour un arrêt plutôt qu'un blocage, qui prend en otage tout le temps les mêmes, c'est-à-dire nous. Pour ce qui est de l'économie, je pense qu'évidemment, oui, c'est dangereux. Mais comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, tout comme on ne fait pas de sushi sans cuire de riz, qui plus est de Marseillette, on en profite. Mais bon, l'histoire macronienne nous a bien fait comprendre que l'économie n'était pas la priorité de tous les jours, dans certaines façons. Donc voilà. Mais ce que je ne comprends pas avant tout, c'est la façon dont le gouvernement se borne autour d'Elisabeth, alors qu'il y a à réformer, alors qu'il n'y a pas de danger immédiat, comme vous venez de souligner votre invité. Restez avec nous, Guillaume. Allez-y, Philippe déjà. Dans le micro, sinon on ne vous entend pas. Je me demande si vous avez vraiment répondu à la question de Cécile tout à l'heure, parce que il est évident que le gouvernement n'acceptera pas une défaite politique et n'a pas du tout l'intention d'abandonner, parce que ce que vous souhaitez, c'est qu'il considère qu'il a totalement tort. Et vous, de votre côté, vous représentez une force. Essayez d'imaginer ce que pourrait être la solution à partir du moment où les deux, vous ne bougez pas d'un iota. Qu'est-ce qui pourrait... Luc Faré. Je le redis ici, c'est un problème de financement qui est posé. Il y a plusieurs moyens, puisque nous sommes dans un système par répartition. Qu'un système par répartition, il y a 3 moyens pour pouvoir l'équilibrer. On touche à l'âge, c'est ce que veut faire le gouvernement, et nous on dit non. Parce que les Français ont le droit de pouvoir choisir de prendre leur retraite à partir de 62 ans. Et c'est une liberté qu'ils vont perdre s'ils sont obligés de travailler jusqu'à 64 ans.
La deuxième façon, c'est d'augmenter les cotisations, et c'est ce que nous proposons, et nous avons vu aujourd'hui que cela est possible. Et la troisième solution, c'est d'augmenter la durée de travail. Et on voit bien qu'aujourd'hui, nous en sommes à 43 annuités, et que 43 annuités, on peut difficilement aller plus loin. Et donc, je le redis ici simplement, remettons-nous autour de la table, écoutons ce que disent les employeurs. Un certain nombre d'employeurs disent que oui, pourquoi pas, nous pourrions réfléchir à cette question de financement. Et puis derrière tout ça, il y a la question du travail et de la qualité des conditions de travail pour permettre aux Français d'être effectivement en emploi, et ce, jusqu'à 62 ans. 0826 300 300, Julie est avec nous. Bonsoir Julie. Bonsoir Julie. Oui, bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. On vous écoute Julie, vous vouliez réagir, pardon. Merci. Écoutez, je trouve que c'est dangereux pour l'économie de bloquer comme ça le pays. Ce n'est pas normal. Moi, j'ai 74 ans. Je travaille encore pour mon fils qui est artisan depuis 14 ans. Et je m'en porte très bien. C'est bon pour les neurones et pour tout. On n'a que voir les autres pays. La plupart, c'est 67 ans. Je trouve j'ai connu les 44 heures par semaine et que 3 semaines de congé. Donc maintenant c'est 35 heures, ou alors on augmente, on revient à 40 heures. Mais on peut pas gagner sur tous les tableaux, quoi. Restez avec nous, Julie, avant de prendre Jean de Rédo. Oui, non, je vais un peu dans le sens de Julie, même si bon, le travail c'est bien à condition que ça ne mette pas en danger la santé. C'est vrai qu'il y a quand même des jobs qui sont très difficiles. Pour autant, quand j'entends parler d'augmentation des cotisations, on a un problème dans ce pays. Le travail rapporte rien. C'est quand même terrible. Le capital rapporte, les riches s'enrichissent. Le travail, ça rapporte rien. Si, ça a à voir, parce que quand vous êtes travailleur indépendant, vous cotisez. Vous n'avez pas de patron qui cotise pour vous, donc vous cotisez à une caisse, en l'occurrence la CIPA. Et vous payez une fortune, et puis il y a de moins en moins d'indépendants. Alors donc vous payez de plus en plus cher, en sachant que vous gagnerez de moins en moins quand vous serez à vos vieux jours. Et donc ça, on a déjà du mal à gagner sa vie en travaillant dans ce pays. Pardon, je voudrais pas. Quand on parle de faire des rentrées d'argent, je vous ai parlé de deux choses: d'augmenter les cotisations. De 1%, ça rapporte 7 milliards. D'augmenter les cotisations patronales. Mais si vous faites que l'égalité professionnelle des salaires entre les femmes et les hommes soit égale, on a comblé le trou. Lorsque l'on dit que les gens pourraient travailler et être en emploi de façon effective et non pas être au chômage ou être sans emploi plus longtemps et s'approcher des 60 ans ou des 62 ans. Je vous rappelle que la moyenne entre 60 et 64, c'est inférieur à 50% en France. Oui. Bien, si on fait ces choses-là, on arrive à combler le déficit sans même augmenter la cotisation. Luc Faré, est-ce que vous avez été, est-ce que l'UNSA fonction publique a été consultée? Alors l'UNSA fonction publique a été consultée sur toute la partie fonctionnaire. Oui. Et donc nous avons évoqué avec le ministre Guérini l'ensemble des dispositifs qui ont proposé. Nous lui avons dit certains sont positifs et la majorité ne l'est pas, et en particulier ce qui est allongement, parce que ça va obliger tous les fonctionnaires à travailler 2 ans de plus. Luc Faré, une question. Quand vous voyez le Sénat qui veut toucher aux régimes spéciaux, qui a l'air de vouloir durcir la réforme, Retailleau dit qu'il va en faire une vraie réforme de droite, est-ce que vous n'avez pas peur que ça ajoute de l'huile sur le feu dans les manifestations et dans la grogne sociale qu'il y a? Si on écoute M. Retailleau, on serait dans l'obligation de supprimer dès maintenant certains régimes qui ont été mis en extinction par l'article 1 de ce projet. Nous disons, il n'y a ni urgence, et je le redis bien, ni nécessité. Et je rappelle, par exemple, pour prendre un régime spécial, celui de la RATP, que travailler dans les tunnels ne fait pas partie des lieux où il est facile de respirer et de travailler dans de bonnes conditions, pour ne prendre que cet exemple. Et donc la notion derrière de travail, de pénibilité, parce qu'on pourrait revenir sur ce qu'il y a au fond de cette réforme, montre bien que le gouvernement n'a pas pris l'entière dimension du problème actuel du travail en France et des retraites en France. Oui, Jean de Rédo. Oui, moi je vous rejoins, je vous écoute attentivement, vos chiffres sont limpides. Maintenant, le problème, c'est ce qu'on appelle dans mon métier le principe de réalité, si vous voulez. Quand vous voyez que la France n'arrive même pas à faire en sorte que les grands groupes français payent leurs impôts en France, quand vous voyez qu'on a du dumping social... C'est bien donc une responsabilité du gouvernement, pas des organisations syndicales. C'est des gouvernements depuis toujours. Il n'est pas question de trouver des coupables, il est question de trouver des solutions. Et là, pour le moment, ce qui est assez
assez anxiogène pour les Français, c'est qu'on a le sentiment d'être dans une impasse. Ce qui est anxiogène, excusez-moi, pour les Français, c'est d'avoir vécu la crise des Gilets jaunes, d'avoir vécu une première réforme des retraites qui n'a pas abouti, d'avoir vécu, avec plein de conflits, avoir vécu une crise sanitaire très grave sur le Covid, d'avoir vécu et vivre en ce moment la situation de l'Ukraine. Et ça, c'est anxiogène. Et dans ce contexte-là, je le redis ici, le gouvernement a eu tort de choisir ce moment pour pouvoir réfléchir à une réforme qui n'est ni utile, ni urgente, et qui est très brutale. En tout cas, on vous retrouvera demain, j'imagine, sur le pavé. Luc Faré, secrétaire général de l'UNSA Fonction publique, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous rappellera d'ailleurs pour faire un débrief de cette journée de mobilisation demain. Dans un instant, la suite, vos appels 0826 300 300. On fait un petit bilan de cette émission. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vrais Voix. On est ravis de vous retrouver avec Philippe Bilger, Madi Saïdi, bien sûr Jean Dorédo. Et puis finalement, on a gardé Luc Faré, le secrétaire général de l'UNSA Fonction publique. Il a vu de la lumière, il s'est dit je sais bien, finalement, Les Vrais Voix, on peut dire ce qu'on pense, on peut dire les choses, on peut débattre sereinement. Et Yann est avec nous, qui nous appelle des Landes. Bonsoir Yann. Bonsoir Yann. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, félicitations encore pour vos émissions qui donnent la parole effectivement à tout le monde. Absolument, absolument. Voilà. Alors c'est pas la première fois que j'interviens dans Les Vraies Voix, mais ceci dit, oui, le sujet était important et pour moi, il était important de donner encore une fois mon avis cette fois, notamment sur les retraites là et sur ce blocage qui s'annonce. Alors moi, je dis que certes, il n'est pas souhaitable. Je suis quelqu'un de droite, j'assume ce que je suis. C'est pas grave. Je suis toujours LR et voilà. Mais ceci dit, je suis contre cette réforme. Je pense que d'une, ce n'était pas le moment. De deux, effectivement, le blocage va être inévitable puisqu'on a un gouvernement qui n'entend rien et qui ne voit absolument pas ce qui se passe au niveau du peuple français, du pouvoir d'achat et tout ce qui s'en passe. Peut-être qu'il le voit, mais peut-être que non, mais ils font rien. Et alors, ce qui est dingue, c'est que c'est effectivement une réforme de droite votée par des socialistes parce que 90%, voire plus, de ce gouvernement est issu des rangs du Parti socialiste, donc c'est bien des gens de gauche qui font une réforme de droite. Mais très clairement, je pense que tout ça va faire qu'aux prochaines élections, une fois de plus, on aura soit des gens qui n'iront pas voter, soit des gens qui vont encore une fois aller voter aux extrêmes, et on a effectivement après les élus qu'on mérite. C'est-à-dire que ce qui se passe avec ce député de gauche, qui vous dit que plus il y aura de bordel et plus les gens gagneront le fait de venir à l'Assemblée. Non, mais bon, après, ce jeune homme, je sais même pas ce qu'il fait comme député. Quand on sait ce qu'il a dit sur le fait d'avoir financé ses études en vendant du shit et compagnie. Enfin bon, bref, c'est comme ça. Mais effectivement, ça va devenir une catastrophe et je pense que le pays va être ingérable à force. Et que très clairement, on va dégoûter encore plus les gens d'aller aux urnes, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fera ? Où est-ce qu'on veut en venir, quoi ? Vrai sujet. Est-ce qu'on attend qu'il y ait une révolution en France, une vraie révolution, c'est-à-dire avec des gens qui se tapent dessus et compagnie, et peut-être avec des choses qui seront voilà, je ne sais pas. Yann, on va faire réagir Luc Faré et Les Vraies Voix. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Yann, Luc Faré ? C'est vrai qu'il y a des choses qu'on comprend pas, on touche à certains régimes spéciaux, mais pas à d'autres. C'est ni fait ni à faire. Je le redis ici, c'est pas une bonne réforme. À partir du moment où c'est pas une bonne réforme, la sagesse voudrait qu'on la retire. Le moment est mal choisi, vous l'avez dit, et nous partageons complètement cet avis. Alors, comment on s'en sort ? Qu'est-ce qui va se passer après ? Il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est que le gouvernement réussisse à faire voter sa loi, y compris avec un 49.3, et que cette loi soit censurée au Conseil constitutionnel, puisque ça fait partie des vrais doutes qui existent aujourd'hui avec le choix qu'a retenu le gouvernement avec ce véhicule législatif. Mais au-delà de tout ça, de fait, si les Français qui refusent cette réforme se retrouvent non entendus, donc on pourrait dire que cette mobilisation n'a pas abouti. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Il y a un risque très important, et je le dis ici sans menace, c'est un constat, un risque de dérapage et un risque, je ne sais pas, de révolution, j'en sais strictement rien, mais en tout cas de mobilisation et de nouveau de réactions sociales fortes. Et je le dis ici, la responsabilité en incombera
au gouvernement actuel et au président de la République. Merci beaucoup Luc Faré, secrétaire général de l'UNSA Fonction publique. Merci beaucoup Yann pour votre témoignage. Merci à vous. Merci Philippe Bilger, bien entendu, on vous retrouve demain. Madi Saïdi, très vite, rapidement. Jean Dorido, très vite aussi. Très vite, merci les amis d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va parler citoyenneté avec nos amis du G500, des entreprises, pas des entreprises, des associations qui s'engagent pour le quotidien des Français. Et on adore cette émission avec Philippe David. Ce sera Aurélie Gros et Stéphane Pollet qui seront avec nous. À tout de suite.